BFM Business. Qui êtes-vous, Alexis de Gemini? Présenté par Edwige Chevrillon. Merci d'être toujours avec nous, Alexis de Gemini, parce que on dit toujours que vous avez du mal à tenir en place. Donc là, vous restez encore une bonne demi-heure avec nous. Vous êtes le patron de Deezer France, on en parlait. On va dresser votre portrait 4.0. Juste encore une question sur Deezer et sur le streaming. Il y a vraiment une inversion en 2015, 2016 en fait, sur ce mode de consommation. Le streaming, par rapport au téléchargement, est devenu vraiment le mode de consommation principal. Oui, ça fait même depuis 2012-2013. Hein. Je croyais que la version était vraiment... Non, le streaming, le streaming a 10 ans cette année, oui, en 2017. Et effectivement... Ça a eu du mal à prendre. Voilà, mais alors oui et non. Ce qui a été assez extraordinaire, c'est qu'en France, Deezer a tout de suite eu des millions de Français dans sa version gratuite qui ont créé des comptes. Il faut savoir que 33 millions de Français ont créé un compte sur Deezer. Donc on est un pays de culture, on est un pays qui embrasse les nouveaux modes de consommation. Donc ça a très vite pris sur le modèle gratuit. L'enjeu après pour nous, pour monétiser le business, c'était d'avoir un modèle payant. Donc on a créé les abonnements à 9,99 €. Orange nous a beaucoup aidé en intégrant l'offre Deezer dans ses abonnements haut de marché. C'est un partenaire stratégique et précieux pour nous. Et puis le streaming est devenu en termes de revenus plus important que le téléchargement il y a 1 ou 2 ans, et aujourd'hui surtout le phénomène c'est qu'il devient quasiment équivalent à la vente de supports physiques dans certains pays. Et Deezer appartient à un fonds. Alors Deezer appartient à plusieurs fonds, oui. 5 fonds d'investissement. Comme toujours, les bonnes idées sont françaises, la création d'entreprise est française, et puis après, les créateurs ils vendent leur entreprise. Non, alors en l'occurrence ils n'ont pas vendu, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 levées de fonds depuis 2007, puisqu'il faut financer la croissance. Vous imaginez, on est 330 personnes à Paris, 450 dans le monde, et puis ce sont des investissements marketing et technologiques importants. Donc il y a eu plusieurs levées de fonds. Il y a aujourd'hui autour de la table toujours le fondateur, il y a Xavier Niel qui avait été un des premiers à mettre de l'argent dans Deezer, 3 fonds d'investissement français et un fonds d'investissement américain. Donc non, on est une boîte française, siège social à Paris, majorité de collaborateurs français, mais et en revanche, et tant mieux que des Américains soient venus nous accompagner et soient autour de table, nous donnent une capacité de financement. La prochaine étape pour vous, c'est quoi? La prochaine étape, c'est en ce qui me concerne moi, c'est vraiment de consolider le leadership de Deezer en France et de surfer sur ce que vous disiez à l'instant. Le streaming, en revanche, en 2016, est en train de devenir un phénomène de société. Je le vois autour de moi. Oui. Tout le monde se met vraiment à embrasser ce mode de consommation. Je veux que Deezer reste le numéro 1 de ce nouveau moyen d'écouter de la musique. Il y a eu l'arrivée d'Apple. Oui, oui, absolument. Il y a évidemment, prend sa part de marché. Oui. Amazon. Oui, absolument, Amazon qui est là et en plus qui a des propositions tarifaires très agressives dans un cadre un peu différent. Donc on est dans un marché qui est en forte évolution, des enjeux de bataille potentiels de prix. Oui, tout à fait. Mais c'est donc passionnant à vivre et nous les petits Frenchies, on est là et on se défend, voire on attaque. Allez, portrait 4.0 que vous a tiré Julien Gagliardi. BFM Business. Qui êtes-vous? Le portrait 4.0. Alors, Julien Gagliardi est allé regarder qu'est-ce qu'on disait sur vous, où est-ce que vous étiez présent, et du reste c'est intéressant parce que vous êtes présent sur des réseaux sociaux qu'on connaît moins. C'est votre côté artiste, compositeur, on va voir ça dans un instant. Mais d'abord, classiquement, quand on tape Google, 647 000 résultats sur Alexis de Gemini, c'est beaucoup quand même. Pas mal, là, par rapport aux autres invités, je peux vous dire que c'est bien, ça se voit que vous êtes dans la télé-réalité, ou du moins vous l'avez été, et maintenant dans la musique. Alors c'est moins bien quand même que Hans-Holger Albrecht, qui est le patron de Deezer, qui lui... non, vous êtes mieux, pardon. 480 000 résultats. Nicolas de Taverneau, le patron de M6... Alors lui, il essaie seulement 74 000 résultats. Daniel Ek, qui lui est le patron de Spotify, lui, il en a 816 000, donc plus que vous. Et puis, on est allé regarder aussi Sia, 409 millions de résultats. Vous voyez, vous avez encore de la marge par rapport à la chanteuse, l'artiste, pardon, la plus écoutée sur Deezer. Vous écoutez Sia, vous? Oui, absolument, j'adore. Merveilleux. 409, vous vous rendez compte? 409 millions, c'est incroyable. Alors, ce qui est drôle, c'est que chaque fois qu'on tape Alexis de Gemini, il y a toujours Deezer qui ressort.
Oui. Faites exprès, c'est... Non, je pense qu'en fait les algorithmes vont chercher aussi ce qui est le plus vérifié en ce moment. Donc ça fait ressortir une information qui est récente. Quand je me balade un peu sur ces pages-là, je vois qu'effectivement, quand j'étais en Chine, c'est l'actualité chinoise qui ressortait. Maintenant c'est Deezer. Voilà, c'est l'algorithme de Google qui génère ça. Oui, et en même temps, ça se voit que vous connaissez bien les algorithmes parce que c'est assez verrouillé. Hein, tout ce qu'on trouve sur vous, c'est bien contrôlé. Ça se voit à votre sourire un peu carnassier que c'est très contrôlé votre image sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, on peut consulter votre profil gratuitement où on explique tout est bien au carré. On voit bien tout ce que vous avez fait, bien contrôlé. Alors, par contre, Twitter, vous avez 623 followers. Bon, oui. C'est pas beaucoup. Non, c'est vrai. Ça vous passionne pas Twitter? Non, c'est pas ça. C'est que peut-être que moi, je ne passionne pas les followers, mais je communique régulièrement sur Twitter pour partager mes goûts musicaux. Oui, il n'y a aucun truc perso? Non, absolument pas. Non. Là, ma vie privée ne regarde que moi, mais en revanche, je partage mes goûts musicaux. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de followers, mais ça viendra peut-être. Vous mettez aussi parfois vous tweetez, alors au-delà des artistes que vous appréciez, vous tweetez des photos lors de vos balades à Paris. Il y en a une ou deux assez intéressantes où on voit là, pour le coup l'artiste peintre. Oui, absolument. L'âme du peintre. C'est merveilleux ça. Ça m'a fait penser à Jacques de la Villeglé, qui est un artiste français extraordinaire des années 60, 70, 80, qui est un grand plasticien et qui allait arracher sur les murs du métro des affiches pour en faire des toiles. Ça m'a beaucoup inspiré dans mon propre travail et j'ai adoré ce mur qui est à côté de Bastille, qui a disparu depuis, j'imagine. Donc oui, j'aime partager de temps en temps mes faneries artistiques sur les réseaux sociaux. Alors justement, on vous a trouvé sur Pinterest. Oui. Pinterest, c'est un réseau social où l'on poste des images et en l'occurrence, vous postez vos œuvres. Ma peinture, absolument. Pinterest, en fait, c'est beaucoup pour les artistes peintres et les plasticiens. Et donc, effectivement, à un moment, j'avais un site web d'artistes, mais finalement, j'ai trouvé chez Pinterest endroit de mettre mon travail. Donc, mes expos de peinture, mes dernières toiles. On vous voit en train de travailler aussi. Voilà, des photos, quelques photos de mon travail. Là, c'est une toile sur Vaslav Nijinsky, qui est un très grand danseur russe du début du siècle. J'ai beaucoup d'amour pour la Russie et sa culture. Serge Diaghilev, ça, c'est des collages que j'ai faits avec des affiches que j'ai arrachées sur les murs de New York. Ça, c'est à gauche une toile que j'ai faite sur Captain America, un personnage de bande dessinée, puis Steve McQueen, pour lequel j'ai beaucoup d'affection et sur lequel j'ai fait aussi un travail. Ça, c'est dans mon atelier de peinture à Rueil-Malmaison où j'habite. Voilà, j'essaie de trouver dans la peinture un équilibre avec ma vie que vous dites un peu frénétique. C'est un moment d'introspection, d'émotion, et puis aussi de me ressourcer. Seul l'art, moi, finalement, me permet de rester, je pense, créatif. On peut pas être créatif dont vous parliez tout à l'heure. Oui, par ailleurs, l'art, je pense, m'a beaucoup aidé au moment où j'ai vécu mon burn-out. D'ailleurs, j'ai fait une super, en toute modestie, une super expo de peinture en 2009, au moment où, justement, j'étais tout seul dans ma grotte. Et pour m'aider, pour me soigner, je pense, instinctivement, j'ai choisi la peinture. Et ça m'a fait un bien fou. Et puis, de faire cette exposition et d'accueillir ses amis et de raconter la vie de gens, parce que je peins en peinture la biographie de gens qui me touchent. Donc à cette époque-là, je travaillais beaucoup sur Gandhi, sur McQueen, sur Gagarine, sur des gens. Et quand je raconte la vie des héros, je passe 1 ou 2 ans à lire tout ce qu'il y a sur la personne. Ça m'inspire moi-même, ça me fait du bien. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez le temps encore de peindre ou pas? Non, aujourd'hui, ma peinture, ma création quotidienne, c'est 10 heures. J'essaye avec mes collaborateurs de faire une œuvre collective qui soit la plus belle possible. Vous savez, dans 10 heures, la partie artistique est très importante. Une de mes clientes hier, une utilisatrice, une abonnée de 10 heures me disait, je préfère 10 heures aux concurrents parce que l'application est belle, elle me fait du bien, elle est colorée. Le petit équaliseur là, il est pop, sur votre veste. Il est funky. Ouais. Merci, voilà. L'art, il est aussi dans l'application Deezer. C'est ce que disait Pascal Nègre, hein, en l'occurrence. Absolument, et c'est là où le créatif peut. Et alors là, après, je parle de moi, mais chez Deezer, il y a un homme qui dirige le produit. Il y a des équipes qui font vraiment cette expérience au quotidien. Moi, je suis un peu le super vendeur de Deezer. Alors, sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi sur SoundCloud. Oui, absolument. Alors, il y a peu de gens, oui. Un de vos concurrents, oui. Alors là, vous mettez en ligne, on peut écouter vos morceaux. Voilà, je mets mes morceaux. Oui. Là, c'est mes morceaux, mes remixes. On va peut-être en écouter un.
Comment est-ce que vous composez? C'est quel genre de musique? Alors, ce qui est merveilleux, c'est que la technologie a complètement transformé la manière de faire de la musique. Moi, j'ai vécu beaucoup, je continue à vivre beaucoup dans les avions, les hôtels, en tout cas particulièrement quand je vivais à l'étranger. Et donc, grâce à mon ordinateur, bon, c'est là où Steve Jobs a quand même joué un rôle important dans la vie du créateur. Grâce à mon Mac, j'ai des logiciels de programmation. J'enregistre mes instruments avant de partir en voyage et après je peux travailler. Donc quand j'étais bloqué dans un train pendant 10 heures en revenant de Cannes il y a quelques semaines et j'ai fait un morceau de musique que j'ai posté le lendemain après l'avoir arrangé. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Bon, il y a 25 personnes qui l'écoutent, mes potes, mais voilà, ça me fait du bien de m'exprimer à travers la musique. Oui, donc en fait les réseaux sociaux, vous en servez, mais plus sur des réseaux sociaux qui sont plus ciblés. Oui, c'est un lieu d'exposition de mes créations. Voilà. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle il y a beaucoup plus là de choses liées à mon activité de producteur de télévision en Chine, à l'étranger, où j'ai des films documentaires aussi. Et là, on trouve plein de choses, effectivement, sur votre chaîne YouTube. Absolument. Et je vous invite à y aller. Il y a mon documentaire sur Tchernobyl qui a été primé, dont je suis très fier, parce que je l'ai tourné avec un appareil de photo grand comme ça, dans un lieu qui est quand même très particulier. C'est un hommage à la mémoire des 650 000 personnes qui sont allées nettoyer l'accident de Tchernobyl. Vous avez aussi un blog sur WordPress qui n'est plus alimenté depuis janvier 2015. Oui. Mais en revanche, les derniers articles, justement, ce sont des paroles de chansons sur les attentats de Charlie Hebdo. Absolument. Exactement. J'ai écrit une chanson qui est donc sur mon SoundCloud et j'en ai fait un petit clip sur YouTube. Oui, j'aime écrire aussi. Et j'ai écrit ce texte sur Charlie Hebdo. Ce texte était notamment pour dire que d'abord, c'était à chacun de nous, et moi le premier, à tendre la main à l'autre pour éviter finalement cet isolement de certaines personnes qui se sentent rejetées, dont elles sentent que l'accès au rêve de la réussite et de la consommation dont nous participons tous, ils n'y ont pas droit, et ça peut générer des frustrations qui génèrent, je pense, les actes que nous avons vécus. Et je me mets dans ceux qui sont tous responsables, chacun d'entre nous. Et je me pose la question, j'en parle d'ailleurs avec Hans, mon CEO chez Deezer, comment est-ce qu'on peut tendre la main aux jeunes des banlieues, à des jeunes d'autres milieux sociaux que nos milieux privilégiés, pour les intégrer plutôt que de les laisser s'exclure eux-mêmes. C'est notre job de chef d'entreprise est fondamental. On peut jouer un rôle d'intégrateur. YouTube, justement, joue un rôle absolument fondamental, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les parcours, ça passe plus par Universal Music. Tout à fait. YouTube est un extraordinaire... Surtout excluant. Absolument, c'est un outil qui permet à des artistes de se faire connaître en dehors des voies traditionnelles. Ça permet de décloisonner la société dans laquelle on vit. Moi, je suis un pur produit de cette société-là. J'ai fait une grande école de commerce, etc. J'ai conscience d'être un privilégié, même si j'ai travaillé pour être là où je suis. Mais je me sens la responsabilité d'accueillir des gens moins gâtés. C'est un sujet au quotidien et on essaie d'y travailler chez Deezer aussi, d'avoir un rôle sociétal. Lorsque vous voyez, je parle toujours de Pascal Nack, parce que lui, il a créé cette société où en fait il va gérer presque l'image des artistes, et on voit que les réseaux sociaux sont devenus maintenant incontournables pour les artistes eux-mêmes. Oui. Comment est-ce que vous pouvez vous inscrire là-dedans chez Deezer? Écoutez, on a une très grosse activité sur les réseaux sociaux. On a 1 million de followers sur Twitter, on a 800 000 fans sur Facebook. On communique beaucoup notre actualité musicale et les artistes que nous accueillons sur Deezer, on les relaie aussi nous-mêmes. Donc on est une caisse de résonance pour eux. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est incontournable pour se faire connaître, pour toucher un public. Et puis après, pour entretenir finalement une conversation qui est en permanence cannibalisée par de nouveaux entrants. Parce que si on est bien dans un monde dur, c'est un monde de concurrence permanente, y compris au niveau des artistes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être répertorié, je sais pas comment on dit, chez Deezer? Écoutez, rien de particulier. Enfin, il faut. C'est vous qui choisissez? Non. On est plugué, on est alimenté directement par toutes les maisons de disques et les distributeurs de musique du monde. On a 15 000 chansons par jour. Mais donc, si j'appartiens pas à une musique, si vous n'appartenez pas à une major du disque ou à un producteur, vous devez signer un petit contrat et ça coûte quelques dizaines d'euros avec un distributeur digital. Il y a Believe Digital en France, il y a Idol, qui sont 2 acteurs français. Et ce sont des boîtes qui vont s'occuper de mettre votre musique en ligne. On la recevra, nous, chez Deezer. Donc, si vous faites c'est automatique, il n'y a aucun choix de votre part. Non, nous, on est œcuménique, on reçoit toute la musique. Donc, vous êtes finalement, vous êtes dans le big data, vous
n'êtes pas du tout dans la musique, vous étiez big data. On est dans la musique, on est aussi dans le big data. On est une plateforme de diffusion. On ingère ces contenus, puisqu'on a 43 millions de références musicales aujourd'hui dans nos serveurs. Et la complexité de notre métier et l'intérêt, c'est de trier cette musique et de la proposer à nos utilisateurs d'une manière originale. Avec Flow, qui nous permet d'essayer de comprendre les goûts de nos utilisateurs avec des playlists, bref, avec un certain nombre de propositions éditoriales. On essaie d'aider les gens à retrouver leur petit dans un monde de création musicale qui n'a jamais été aussi vaste. Tout à l'heure, vous vouliez pas nous révéler le nombre d'abonnements payants, oui. En disant c'est confidentiel, surtout c'est un peu le cœur de notre business. Comment la concurrence, elle se fait essentiellement sur le prix ou elle se fait sur l'offre? Par rapport aux autres, à Apple, à Spotify. Aujourd'hui, le prix est le même à peu près pour tout le monde. Hein, donc l'abonnement est à 9,99 € par mois. Donc c'est pas cet élément-là qui fait de la différenciation. C'est la qualité du service, donc l'interface graphique, l'ergonomie, la capacité à permettre aux gens de découvrir la musique. C'est la marque aussi. On est dans un gros enjeu de marketing et de création d'images de marque. C'est après le bouche à oreille qui suit. Donc on a un gros travail de marketing. Mais on a aussi, ce que vous disiez, cette logique de big data. On a des équipes de recherche et développement qui travaillent à trier la musique parce que, encore une fois, c'est l'expérience que la personne va vivre au quotidien qui va faire qu'elle va continuer à s'abonner chez nous ou pas. Un abonné chez Deezer passe 1 heure, 10 minutes par jour en train d'écouter Deezer. C'est beaucoup. La télévision, c'est 3 heures et 40 minutes aujourd'hui. Donc en 10 ans, on a pris 1h10 dans la vie des gens. Vous imaginez? Alors on les accompagne. On se demande quand est-ce qu'ils travaillent, quand est-ce qu'ils s'éduquent, quand est-ce qu'ils apprennent. On les accompagne parce que Deezer est beaucoup écouté dans les transports en commun, dans les moments de déplacement, et aussi au bureau, en musique de fond. Et puis le week-end, on a des pics d'écoute dès le vendredi soir, le samedi soir. Ouais. Qu'est-ce que vous écoutez, vous? Moi, j'écoute de tout, beaucoup, et grâce à Deezer, en plus, je découvre. Moi, j'écoute. Personnellement, j'aime la musique soul, mais et la musique plutôt black américaine, mais j'écoute beaucoup de variétés françaises. En venant, en marchant, vous voir, j'écoutais du Brassens et de l'Aznavour, je réécoutais la bohème et je voyageais en me disant que j'aimerais bien vivre une vie de bohème encore un peu plus de temps en temps. Donc voilà, j'écoute de tout, ça fait partie de mon métier et d'un des plaisirs de mon métier. Comme quoi, ça y est, il est reparti. Ouais. Alexis Gemini, restez encore avec nous une dizaine de minutes, c'est l'heure du questionnaire de Qui êtes-vous? BFM Business. Qui êtes-vous? Le questionnaire. Questionnaire, toujours cette première petite question. Votre principal trait de caractère? Pugnacité. Votre défaut? De ne pas savoir dire aux gens quand ça ne va pas assez tôt. J'attends trop longtemps. Et donc parfois je le dis de manière trop dure. Les qualités pour être un producteur de télé, pour faire ce que vous avez fait? Inconscient. D'abord la curiosité. Ensuite un vrai sens artistique et enfin l'organisation. La création le passe sens artistique de la télé-réalité, c'est quoi? Il est énorme. Love Story, c'est d'abord un concept qui a été créé par John de Mol à l'époque. C'est un décor, un casting, une mise en lumière, une réalisation. C'est que des artistes. Alors après, on aime ou on n'aime pas cette création, mais c'est un ensemble d'artistes qui ensemble créent quelque chose en direct. C'est un happening géant. Ce qui vous a manqué pour être un Golden Boy? Puisque vous mais l'envie d'en être un, je n'ai pas, justement. J'étais à New York, j'étais dans la banque d'affaires, j'avais fait le premier pas et j'ai réfléchi à l'aune d'une situation personnelle à l'instant qui m'a aidé à me poser la bonne question. Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Et si tu bosses beaucoup dans ta vie, est-ce que tu peux au moins essayer de bosser sur un truc qui t'intéresse vraiment? Parce que là, tu seras heureux. Et là, j'ai décidé de recommencer, d'aller bosser avec Thierry Ardisson. Voilà. Quel est l'homme de télé qui a le plus compté pour vous? C'est Emmanuel Chin, pour différentes raisons. D'abord parce que c'est quelqu'un qu'humainement j'aime profondément, quelqu'un de très très bien. Aujourd'hui producteur et qui a sa maison de production pour le coup. Voilà, créateur, fondateur de Capital, qui pendant de nombreuses années a été celui qui a vulgarisé, incarné l'économie à la télévision et qui a beaucoup de succès en tant que producteur aujourd'hui, qui produit notamment Fais pas ci, fais pas ça, qui est une série que j'adore. Emmanuel par ailleurs est celui qui m'a permis de rencontrer Nicolas Taverneau, Robin Leproux, Thomas Valentin à l'époque, qui m'ont embauché à M6, voilà. Bob Dylan, prix Nobel de littérature.
Oui. Bonne idée, drôle d'idée. Non, je suis pas sûr. Moi personnellement, j'adore la littérature et je reconnais comme tout un chacun humblement son énorme talent, mais je pense que d'autres grands auteurs ont besoin du soutien du Nobel. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Votre chanteur ou air favori, vous l'avez dit un petit peu, la soul, mais s'il y en avait un ou une. Écoutez, en ce moment, j'adore Christophe. J'aime cet artiste français extraordinaire qui, en plus de son époque variété, a su faire une mutation à travers la musique électronique. Je vais le voir à Playel le 1er février. Je me réjouis d'avance, je m'en lèche les babines. J'aime cet artiste, j'aime son monde. J'aime ses créations, les textes sont souvent très beaux. Voilà, Christophe par exemple est une merveille de la création cette forme française. de nostalgie en ce moment, justement, vous parliez de Brassens, d'Aznavour. Ouais, oui. Il y a beaucoup de gens, on voit bien, il y a même des shows partout avec des sosies, des replays. Oui. Comment vous expliquez ce phénomène nostalgique? On vit dans un monde de plus en plus dur. On est assailli par de plus en plus de communication. Le digital nous aide à faire beaucoup de choses, mais aussi nous pollue beaucoup. Et puis, écoutez, on vit dans un monde de changements politiques et géopolitiques qui sont quand même très inquiétants. Donc, on a la nostalgie d'une époque qui nous paraissait plus douce, plus calme. Et on a eu les 30 Glorieuses, 1950, 1980, on va dire, a quand même été une époque en France bénie. La télé rend fou, on en a parlé. Comment garder la télé rend pas comment fou, garder les pieds sur terre? Non, la télé ne rend pas fou. La télé est très dure. Regardez tous les drames qu'il y a eu là récemment. Vous parlez desquels? Avec des agriculteurs par rapport à des émissions de télé-réalité, L'amour est dans le pré. Il y a eu un suicide. On ne sait jamais très bien si c'est directement et uniquement lié. Mais il y a pas mal de personnes qui participaient à ces émissions de télé-réalité et qui après ont été mis sous les feux de la rampe et après qui ont été un peu laissés tomber comme ça. Oui, alors là où je vous rejoins, c'est que la difficulté, c'est que la télévision crée un accélérateur de notoriété et que moi je l'ai vécu à titre personnel. On vous lâche pas forcément parce qu'il faut pas croire que les producteurs de ces émissions du jour au lendemain ne parlent plus. Non, on a des liens qui perdurent avec les candidats qui ont participé, mais eux-mêmes rentrent dans un autre système, se starifient et parfois ont du mal à gérer cette carrière qui est une carrière difficile. Ça fait effectivement partie des aléas de ce métier. Mais ça existe dans la musique, ça existe au cinéma, pas qu'à la télévision. Votre plus grand échec? Mon plus grand échec... alors, on peut commencer par le succès, soyons positifs. Votre plus grand succès? Écoutez, Love Story, ça restera, je pense, une grande signature de ma vie professionnelle. J'ai fait une émission qui s'appelait Les Colocataires, qui a été un grand échec de télévision. D'ailleurs, vous savez même pas qu'elle existait. Donc, il y a le pendant, voilà. Votre jugement sur le paysage audiovisuel français aujourd'hui, sur le PAF, comme on dit? D'abord qu'on a une télévision qui est une télévision de qualité en France. Moi, je voyage beaucoup, je regarde la télé dans le monde entier. On peut être fier de notre télévision, d'ailleurs du service public notamment, mais aussi des autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on est un peu dans un creux de créativité sur les formats de divertissement. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu une belle nouvelle émission. Je pense que The Voice, pour moi, est le dernier grand nouveau rendez-vous. On voit bien la difficulté de trouver justement des nouveaux formats. Ça prouve que c'est pas un métier facile, puisqu'il faut de la création et souvent elle vient de loin et plus de France, malheureusement. Et puis, en revanche, évidemment, beaucoup de plaisir à regarder des séries et les acteurs comme Netflix aussi amènent une capacité de création avec des moyens et une puissance créative extraordinaire. Donc, est-ce que justement la langue française va pas se faire balayer? Parce que les grandes séries, maintenant, on voit bien qu'il faut aller produire aux États-Unis, avoir un producteur, avoir un réalisateur anglais, avoir des acteurs anglo-saxons, pardon, avoir aussi des grands acteurs anglo-saxons. C'est une manière d'exister au plan international. Oui. Écoutez, le français a quand même une place très importante. N'oublions pas qu'on est une langue aussi très puissante à travers le continent africain qui va, lui, connaître un développement économique majeur. Moi, personnellement, l'Afrique, c'est les 10 prochaines années ou les 15 prochaines années des affaires de l'entrepreneuriat, de l'initiative dans le monde. Et donc, c'est une opportunité pour le français. Je crois qu'il y a 800 millions de personnes qui parlent notre langue dans le monde. Et puis, nous méprenons pas, moi qui ai travaillé 4 ans en Chine, il y a une cote d'amour pour la culture française,
et pour les Français qui est extraordinaire. Faisons-en une force. On a des atouts remarquables. Que vous a-t-il manqué pour être votre propre boss, en fait? Je l'ai été pendant 6 ans, donc rien. D'ailleurs, je suis devenu mon propre boss parce que finalement, je me suis retrouvé tout seul et que c'est la voie que je me suis donnée à moi-même. Non, mais parce que d'abord, alors, on va dire le courage. C'est-à-dire que quand j'étais dans mes jobs à M6 et Lagardère, j'ai pas eu le courage de monter ma petite boîte tout seul. Aussi parce que j'étais très gâté de faire des choses passionnantes. Donc pourquoi le faire? Et puis, j'ai été mon boss pendant 6 ans. J'ai vécu et gagné ma vie tout seul, à aller très très loin. Je disais à mes enfants, papa part pendant 3 semaines à Shanghai, parce que c'est là-bas qu'ils gagnent des sous pour faire tourner la marmite. La marmite, votre panthéon de grands hommes. Alors, je mettrais Yuri Gagarin en 1 parce que c'est celui qui me fait rêver depuis tout petit et que c'est le premier homme dans l'espace. Et c'est un de mes rêves que d'aller un jour dans l'espace. Pour ça, il faudrait que je gagne beaucoup de sous puisque vous savez, on peut s'acheter son ticket pour aller dans l'espace. Ça va peut-être se démocratiser. On verra. Gandhi, qui est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup et je pense dont j'ai besoin parce que c'est quelqu'un de non violent et que parfois moi j'ai de la violence en moi et que j'essaie de contenir. Et puis l'abbé Pierre, pour les valeurs que j'essaye moi-même d'incarner. J'arrive pas vraiment pour l'instant, mais je me dis que dans ma vie, à un moment, j'arrêterai ce que je fais pour soit fonder une école, soit prendre du temps pour aider ceux qui sont dans la souffrance. Combien d'heures par jour derrière vos écouteurs? Alors, quelques-unes, grâce au transport en commun où j'écoute de la musique 1 heure, 1 heure et demie par jour. Mais j'essaye aussi d'écouter de la musique sans mes écouteurs parce que je trouve que ça finit par isoler et je me fais des kiffs perso le week-end où je mets de la musique quand la maison est vide. Dans mon salon, j'écoute très fort sur les enceintes. Vous êtes toujours tout seul, en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Vos enfants ont-ils le droit de regarder la télévision? Bien sûr, ils ont le droit. Et d'écouter de la musique? Plus que de raison, ils ont tous un abonnement Deezer. D'ailleurs, je paye mon abonnement Deezer. J'ai un abonnement Deezer Famille à 14,99 €. Ils ont tous leur compte et chacun écoute sa musique. Et après, je découvre avec mes enfants beaucoup de nouveautés d'ailleurs. Quel livre, s'il y en a, vous n'êtes pas obligé de dire oui pour nous faire plaisir sur votre table de nuit? Il y en a beaucoup. J'ai une quinzaine de livres sur ma table de nuit. J'étais pas un grand lecteur dans ma prime jeunesse. Quand on m'obligeait à lire, je suis devenu plus tard. Là, j'ai 15 bouquins. Et écoutez, là, je viens de finir un polar de Arnaldur Indridason, qui est un auteur islandais, Opération Napoléon, qui est génial. Je viens de lire un livre sur les secrets de la nativité christique par Henri Blancard, parce que je m'intéresse beaucoup à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament et à la vie de Jésus. Et là, je lis un bouquin sur le zen des samouraïs. Donc, et je lis un peu tout ça en même temps, ce qui est parfait, un petit peu difficile. Juste une question, je ne vous ai pas posée. On parle beaucoup de politique, surtout en cette année 2017. Oui. Vous êtes intéressé par la politique? Bien sûr, je suis intéressé par la politique. Je suis intéressé par les hommes politiques d'ailleurs, peut-être presque autant, si ce n'est plus que la politique. Je trouve que derrière chacun d'entre eux, il y a des gens très intéressants et j'essaie de pas avoir de préjugés. Et votre devise pour finir, vous l'avez dit tout à l'heure, mais peut-être que vous en avez une autre. Écoutez, j'ai pas une devise, mais j'ai des phrases, des signatures, on dit des motos en anglais qui m'accompagnent. Longtemps, ça a été toute contrainte est une opportunité parce que chaque fois que j'ai un problème, je me dis que se cache derrière quelque chose de potentiellement sympa pour moi. Et depuis hier soir, j'étais à un concert où je réécoutais Joe Cocker, une reprise, With a Little Help from My Friends. Ma devise du moment, ce serait de m'appuyer sur mes amis pour construire ma vie. Jolie devise. Merci beaucoup, Alexis Despigny, en tous les cas, d'avoir répondu à nos questions. Merci. BFM Business. Qui êtes-vous? Un face-à-face sans concession.